Bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour la suite de ce livre, Réussir son référencement web. Et on passe au chapitre suivant. Donc, ce chapitre, il nous parle de l'optimisation du HTML et URL dans les pages de votre site. Voilà. Donc, j'ai déjà parcouru ce chapitre et je vais partager les informations que j'ai trouvées à l'intérieur. Donc, en tout premier lieu, on nous parle en fait des robots et de comment en fait ceux-ci ils analysent le texte. Donc, il soulève un point important, c'est que quand vous êtes dans Google, vous avez dans les résultats de recherche, quand vous cliquez sur la petite flèche, là, vous avez toujours une mention en cache. Donc, vous pouvez voir comment Google a mis mis en cache la page de votre site. Donc du coup, vous pouvez voir en fait toute la partie textuelle et structure de comment il a pu lire ça. C'est intéressant pour voir comment Google capte l'information de votre site. Il y a certains sites qui sont très clairs, très lisibles, et puis d'autres, c'est le Bronx, quoi. Ça veut dire que si vous utilisez une structure assez simple et assez lisible pour le robot, c'est plus facile aussi pour la lecture, et forcément c'est toujours aussi mieux pour le référencement. Sachant que donc le robot, lui, il se connecte sur votre site, il prend une page, il lit depuis le début jusqu'à la fin. Il ne tient pas compte de la notion du CSS, si du contenu il doit être plus haut, plus bas, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine hiérarchie du code qui est important de respecter. Les informations du haut doivent être situées sur le haut du code, logiquement. Ça facilite aussi le travail pour les robots. Donc après, on nous parle en fait des balises importantes, dont la balise title, donc qui est le titre de la page. Donc, vous voyez par exemple ici, euh, donc là on a la mention du titre de la page qui s'affiche en haut. Et on voit, bon ben, ils nous disent c'est la balise title dans le code source de votre page qui va définir le titre de la page. Ce qui est important, c'est que cette balise titre est primordiale. Ça veut dire déjà, il faut que, par exemple, si vous avez un mot-clé important à mettre dans la balise titre de votre page, il faut qu'elle soit le plus à gauche possible. Donc ça veut dire, je ne sais pas, si vous parlez par exemple je sais pas si vous faites de la vente de carton par exemple ou d'emballage, c'est important que le terme emballage soit le plus à gauche possible. Par exemple, si vous dites découvrez notre gamme important de produits dédiés à l'emballage, emballage il est à l'extrémité. C'est mieux de dire par exemple euh, nos emballages en carton sont dédiés à une large clientèle, dans le sens où emballage est plus à gauche, donc plus accessible. Il va donner plus en plus d'importance aux termes qui sont sur le côté gauche du titre. Bon, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut que les titres ils se génèrent automatiquement, mais dans des outils comme PrestaShop, si c'est un produit, le nom du produit, ça vient automatiquement, le titre du produit, etc. Donc ça, c'est des comportements qui sont déjà, on va dire, euh, automatisés. Donc là, il n'y a pas de problématique avec ça. Ce qui est important aussi, c'est que quand vous avez beaucoup de contenu sur une seule page, il est préférable de splitter le contenu. Ça veut dire faire plusieurs petites pages. Euh, Là, je pense plus pour des sites que pour des boutiques. Parce que des boutiques, c'est toujours une fiche produit, un titre. Donc ça, c'est toujours la même chose. Par contre, pour un site, quand vous traitez par exemple plusieurs thématiques, c'est mieux d'avoir des pages différentes. Comme ça, chaque page peut se positionner correctement. Si vous faites X informations différentes dans la même page, ça va être plus difficile pour la compréhension du moteur de recherche parce qu'il ne va pas pouvoir dire, voilà, cette page, elle parle exactement de ça, elle parlera de plusieurs choses séparément. Et pour valoriser une page, c'est mieux qu'elle traite une thématique, le moteur de recherche va mieux comprendre. Voilà. Donc évitez de faire un fouillis dans une seule et même page. Donc on passe plus loin. Après on nous parle justement de la structure des pages
donc des balises, donc les balises H1, euh, vous avez toujours, vous avez toujours plusieurs types de balises HTML qui structurent le code de votre site, de votre boutique. En principe, c'est de H1 à H6. Et qu'est-ce qu'on retrouve assez souvent? C'est bon, H1, le titre principal de page, et puis ensuite les sous-titres que vous trouvez dans la page. Assez souvent, si je prends même le cas des templates PrestaShop, on se retrouve avec des H3, H4, H5, H6, mais dans tous les sens, quoi, et sans forcément que cela soit justifié. Avec une agence avec qui j'ai déjà travaillé, par exemple, j'ai vu leur recommandation, c'était d'enlever tous les H3, H4, H5, etc., qui ne servent à rien et laisser plutôt un H1 structuré en H2, donc des sous-rubriques s'il y en avait à l'intérieur de la page. Et enfin, si vraiment il y avait la nécessité de mettre des H3 ou des H4, mais pas laisser des H4, des H3 n'importe où sur chaque titre de bloc, comme c'est le cas dans beaucoup de thèmes de PrestaShop. Ensuite, on nous parle d'éviter des bienvenus sur la partie H1. Ça, c'est un cas récurrent. On arrive sur un site, le titre de la page du site, c'est Bienvenue sur mon site ou Bienvenue sur notre entreprise, bienvenue. Ça sert à rien, bienvenue, c'est pas un mot-clé important. C'est pour ça qu'il ne faut pas appuyer le bienvenue sur le site. Les gens ils savent qu'ils sont sur votre site. Il faut appuyer sur des mots-clés qui sont propres à votre activité. Il n'y a pas besoin de faire des petites courbettes pour remercier la personne d'être venue sur le site. C'est pas nécessaire. Et en plus, ça apporte rien au niveau du référencement. Alors, je vais peut-être montrer un petit exemple. Ici, on voit... j'ai un petit peu de mal avec la caméra. Bon, ici, on a le titre, par exemple, H1 de la page. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, ici, dessous, vous voyez le titre H2. En principe, moi, quand je fais des titres H2, c'est assez court. Mais vous voyez la longueur du H2 ici. Pourtant, il est très long et ça, c'est tout à fait accepté par Google, quoi. Donc, vous pouvez avoir des balises qui sont du type H2, assez longues, avec un texte quand même assez complet, qui peuvent être tout à fait pris en compte par les moteurs de recherche. On parle ensuite de la mise en gras. Donc, on voit souvent des mises en gras dans le contenu. Donc, la mise en gras, ce qui est important, c'est d'utiliser les balises strong et pas faire une mise en forme CSS avec une feuille de style. Il faut utiliser la balise strong parce que c'est elle qui est reconnue par les moteurs de recherche. La balise B n'est pas non plus interprétée comme étant gras. Donc, il faut vraiment utiliser strong, taper en dur dans le code HTML. On passe plus loin. Alors ouais, là on parle des liens. Comment on peut valoriser un lien dans un site? Donc ce qui est important, c'est de faire un lien déjà où il n'y a pas la mention en fait, cliquez ici. Vous savez, on voit pour consulter cette information, cliquez ici. Donc, ce qui est important, c'est de mettre le terme dans le lien. Et en plus de ça, vous pouvez appuyer encore le lien en le mettant par exemple en gras. Mais à éviter absolument de les cliquer ici, ça n'apporte rien au site, enfin, au niveau du référencement. Donc c'est très important de trouver un terme qui va conduire au lien et de le mettre en gras. Apparemment, mettre en gras le lien, ça renforce aussi sa notoriété et son importance. On passe plus loin. On parle des balises méta un peu dans ce chapitre aussi. Ce qu'on en retient en fait, c'est que finalement les balises méta ont assez peu d'importance, même si pourtant tout le monde dit que les balises méta sont cruciales. Finalement, celle qui reste le plus importante, c'est le méta description. Donc ça veut dire, on va voir ici. Je vais montrer ça. Quand vous faites une recherche, vous avez toujours une petite description qui apparaît en fait sous le résultat. Et cette description est assez importante
pour la visibilité. Dans PrestaShop, typiquement, elle est générée automatiquement, donc c'est-à-dire elle est prise dans la description courte. Euh, donc, une autre possibilité, ça serait en fait de la définir soi-même. Pourquoi il peut y avoir un intérêt à la définir soi-même? C'est parce que si vous l'écrivez vous-même, donc ça veut dire si vous ne laissez pas au système prendre la description courte automatiquement, ça vous permet de compacter les termes pour mettre les termes les plus intéressants au début. Ça évite d'avoir par exemple que Google prenne je sais pas combien c'est les termes, je sais plus si c'est 200, les 200 premiers caractères de la description courte. Et peut-être ces 200 premiers caractères, ils ne sont pas du tout intéressants. Alors que vous pouvez faire un petit résumé de 200 caractères qui serait vraiment beaucoup plus pertinent. Mais bon, dans les cas clients que je vois aujourd'hui, rares sont ceux qui vont rédiger une métadescription exprès, donc une métadescription différente du résumé produit, quoi. Possible, mais je pense que là on rentre vraiment dans des critères d'optimisation assez poussés. Donc, alors je rectifie ce que j'ai dit, je ne sais plus si j'ai dit combien de caractères j'ai dit, mais là c'est 150 caractères qui est conseillé pour la métadescription. Voilà. Après on passe pour les méta-keywords, donc les mots-clés. Alors là c'est le mythe. Combien de fois j'ai vu des clients qui m'ont dit ah mais non on va mettre plein de mots-clés, on va devenir les premiers, etc. Ils sont arrivés presque 10 ans ou 15 ans trop tard. Les méta-mots-clés aujourd'hui ils ont plus d'impact. Pas dire zéro impact. Des fois, ils aident dans certains cas où, quand les pages sont vraiment mal définies, ils peuvent aider le moteur de recherche à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Mais aujourd'hui, pour l'algorithme de Google, ça rentre vraiment. Enfin, déjà, ça entre plus en compte depuis 2010 déjà, mais elle pourrait toujours être exploitée dans certains cas X ou Y. Donc, les gens le saisissent encore, mais vous remarquerez que dans PrestaShop, par exemple, le champ des méta-mots-clés a été retiré parce que ils ont estimé que c'était plus nécessaire aujourd'hui. Donc ça confirme bien ce qui est en train de se passer. Ok, les mots-clés, on a vu. Donc le retrait aussi par PrestaShop, ça aussi on a vu. On passe ensuite à l'optimisation des images. Donc, pardon. L'optimisation des images, ce qui est très important en fait, c'est la balise alt de l'image, qui n'est pas toujours forcément renseignée. C'est-à-dire que quand vous faites par exemple de l'insertion d'images dans WordPress, vous avez toujours la possibilité de saisir une balise alt. Dans PrestaShop, ça se fait sauf erreur automatiquement. La balise alt est renseignée, mais encore faut-il que celle-ci soit pertinente. Ce qui est important, c'est même déjà dans votre thème, où vous ajoutez par exemple des bannières ou des éléments de rassurance client ou ce genre de choses, ou même des logos liés à votre entreprise, etc. C'est important de s'assurer qu'il y a une balise alt parce que c'est un point d'accroche supplémentaire pour les visiteurs de votre site qui passent par Google Images, ainsi que même par le moteur de recherche classique. Donc ça peut peser. Plus, quand le robot scanne la page, il va avoir des balises alt sur le contenu. Donc comme s'il est aveugle, ça lui permet de lire et comprendre ce qu'il y a en fait dans les pages en question. Donc ça c'est bon. Donc après, justement, il faut penser à optimiser ces balises alt quand on a le temps. Ensuite, on parle des noms de domaine. Donc les noms de domaine. Comment bien choisir le nom de domaine? Est-ce qu'il faut mettre des mots-clés dans le nom de domaine? Alors de nouveau, là, il y a toutes sortes de théories. Ici, ils disent qu'on peut mettre 2 à 3 mots-clés dans le nom. Ça peut être intéressant pour le moteur de recherche, pour la visibilité. Mais de nouveau, c'est pas ça qui va faire la différence dans le classement du site. C'est un des critères qui peut peser. Mais après, il ne faut pas que parce que des fois, vous avez un nom à rallonge avec 3-4 mots-clés. Si vous mettez même trop de mots-clés, bon, vous êtes pénalisé. Si vous en mettez peut-être 2 ou 3, des fois pour le client, c'est pas du tout pratique. Le client, il préfère taper des fois 4 lettres que de taper 20 lettres pour, je ne sais pas si vous vendez matelas gonflable ou ce genre de choses. Des fois, c'est pas des plus faciles à écrire. Bon, là je n'ai pas donné un bon exemple, mais tout ça pour dire qu'il faut limiter quand même les mots-clés dans le titre, quoi. Dans le nom de domaine, pardon.
Après, il parle de l'extension, quelle extension choisir. Nouveau, là, la théorie, je dirais, ça dépend où vous voulez vendre. C'est-à-dire, si vous êtes suisse, ben, vous allez prendre un .ch et pas forcément un .com. Surtout si vous voulez vous positionner dans les pages suisses hein, en priorité. Si vous voulez vendre à l'international, vous pouvez prendre un .com. Aujourd'hui, pour les clients suisses, je conseille de prendre directement un .ch et d'indexer ben, forcément le contenu que sur le domaine .ch. Voilà. Et sachant que ben, justement dans Google, vous avez un petit filtre, juste voir si, voir aussi, s'ils ont montré ça. Ouais. Dans Google, quand vous faites une recherche, vous pouvez par exemple choisir le contenu selon le pays. Donc si vous avez un nom de domaine .ch, vous pouvez rechercher dans le pays .ch, donc suisse. Hein. Euh, il va quand même rechercher dans les .com, mais c'est moins, je pense que c'est moins visible et moins compréhensible pour le moteur de recherche. Donc là, bon, un nom court et mémorisable. Donc des fois, ils disent que c'est mieux d'avoir un nom court et mémorisable que 3-4 mots-clés à la suite, comme nom de domaine. Voilà. Pardon. Et ensuite, on nous parle donc de l'hébergeur. Quel hébergeur choisir? Bon, moi, je conseille toujours de prendre l'hébergeur dans le pays où vous allez faire votre business. Ça veut dire si vous faites votre business en Suisse, vous prenez un hébergeur en Suisse. Si vous faites votre business en France, vous prenez un hébergeur en France. Voilà. Et faut en tout cas pas prendre un hébergeur à l'étranger parce qu'il est 50 francs moins cher ou 100 francs moins cher. Quoi. Ça vaut pas la peine. Parce que le moteur de recherche va tenir compte aussi de la vitesse de répondant du site. Donc pour lui, c'est un hébergement basé à l'étranger, alors que le marché se fait par exemple en Suisse. Le temps de réponse sera peut-être moins rapide et c'est des choses qui entrent en compte dans le critère du référencement pour le positionnement. Ok, bon, on nous parle encore de privilégier plutôt les tirets. Hein, si si vous avez un mot un peu compliqué, etc., puis qu'il peut être séparé par des traits d'union, bah, il conseille de mettre des traits d'union dans le nom de domaine. Ça, c'est une petite subtilité. Alors, on parle du multilingue. Donc, pour le multilingue, quelque chose de assez intéressant, c'est éviter déjà les multinoms sur une même source. Les multinoms. Alors, juste regarder qu'est-ce qu'il nous disait là. Oui, ouais, forcément. Éviter en fait d'avoir directement plusieurs en fait contenus de langues différentes sur la même page. C'est-à-dire si vous avez du français, de l'allemand et de l'anglais sur une même page, le moteur il va rien comprendre. Il ne pourra pas classifier votre site dans la bonne langue correspondante. Il ne pourra pas dire cette page appartient à telle langue. Et ça, c'est assez logique. J'ai un peu mal écrit, donc je n'avais pas pu me relire correctement. Et ce qu'il conseille aussi, c'est de faire des mini-sites pour augmenter la visibilité. Donc, ça veut dire que plutôt que d'en faire un gros, de subdiviser le site en plusieurs parties. Mais bon, là, nouveau, ça se destine vraiment à certains cas bien spécifiques. Tout comme on parle aussi du sous-domaine. Donc, il y a plein d'agences qui disaient à un moment donné, il faut faire des sous-domaines, parce que ça, c'est vraiment intéressant, etc. Ça fait peser le référencement. En créant plusieurs sous-domaines, ça donne de l'importance. Aujourd'hui, sous-domaine ou pas sous-domaine, ça ne change rien du tout. C'est mentionné dans le livre et je pense que c'est assez logique. Pas de raison que si un site qui crée 10 sous-domaines, il a plus d'importance qu'un autre qui a un seul domaine principal. Quoi. Donc pour le multilingue, la meilleure recommandation qu'ils font, c'est que d'avoir un nom de domaine par pays. Alors ça, j'ai assez rarement vu ça chez des commerçants PrestaShop, parce que PrestaShop ne fonctionne déjà pas comme ça, mais ça serait le top. Donc ça veut dire un nom de domaine, par exemple, j'allais dire .ch en français, mais pour la Suisse, c'est difficilement valable, puisque en Suisse, on parle plusieurs langues différentes. Mais typiquement pour la France, il faudrait par exemple un .fr. Pour l'allemand, il faudrait un .de, etc. Et il faudrait justement avoir cette configuration-là. Donc, un nom de domaine par langue.
c'est possible de faire ça avec le multi-boutique, hein, donc avoir un nom de domaine différent. Mais par contre, pour une seule boutique simple dans PrestaShop, à ma connaissance, on ne peut pas faire ça. En tout cas, pas sans module additionnel. L'autre méthode, un seul site. Donc l'autre méthode, il parle donc c'est la traduction par répertoire. Donc c'est quasiment ce que fait PrestaShop, puisqu'il fait un /de, un /fr, etc. Puis c'est toujours le même nom de domaine qui est utilisé. Mais ils disent que cette manière de faire apporte moins de visibilité. Bon, faut croire, j'ai pas vraiment pu comparer les deux en faisant un nom de domaine séparé ou un seul site avec des /fr, /de pour voir si la visibilité était moindre. Surtout que sachant que dans la plupart des cas, il y a toujours les langues étrangères en principe sont moins diffusées et référencées que la langue, on va dire, principale du site, quoi. Donc éviter mélanger les langues sur une page, bon, ça on a vu. Alors ensuite on parle justement des liens internes avec les URL, avec des mots mentionnés dans l'URL. Je vais vous montrer ça. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que si vous voulez, quand vous faites un lien sur un mot, c'est intéressant d'avoir dans le lien pas 1, 2, 3, 4.html, mais plutôt une écriture réécrite correctement. Mais ça, c'est nouveau, c'est ce que se font en principe les standards, quoi. Si votre site supporte la réécriture d'URL et votre boutique aussi, vous pouvez faire des liens tout à fait corrects. Il n'y aura pas de liens bizarres avec des mentions de chiffres et de lettres incompréhensibles, quoi. Justement, après, quand on parle justement de cette URL rewriting, donc de réécriture de liens pour avoir un bon positionnement, d'avoir des liens toujours clean avec des bons mots, etc. Ils disent non plus, il ne faut pas en faire une montagne parce que si on prend juste cette réécriture des URL, ça compterait, c'est un parmi 200 critères que Google tient compte. Donc finalement, ça fait juste 0,5%, donc c'est insignifiant. C'est pour ça que quand on voit des personnes qui disent oui, on a optimisé votre site, on a activé l'URL rewriting, donc réécriture d'URL, finalement, ça pèse pas grand-chose dans la balance, quoi. Voilà. Ensuite, on nous dit d'éviter encore les underscores dans les URL et privilégier plutôt les traits d'union. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on dit? Ouais, il y a encore un dernier point, c'est d'éviter les accents des URL. Mais ça me semble assez logique. Quoique PrestaShop propose le support des accents, il me semble, dans sa version dans sa configuration de CO et URL. Mais là, c'est vrai que c'est déconseillé, en tout cas par ce manuel. Voilà. Bon, je crois qu'on a vu ce chapitre. Ça avance petit à petit. Je vais essayer d'écrire mieux sur mon super calepin la prochaine fois, parce qu'il y a des choses que je n'avais pas réussi vraiment à me relire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du prochain chapitre. Voilà.